Tant qu'il soit dans la... Ouais. Ok. Bonjour, merci à vous. Donc moi je suis Audrey Sorge, responsable pédagogique du MBA ESG Management du Sport, donc à l'école des MBA ESG. Et donc c'est... Et bonjour. On enlève le masque. Bonjour, moi c'est Max Bouteille et je suis chargé d'affaires événementielles et communication au Level 256. On aura l'occasion d'expliquer un peu ce qu'on fait plus tard. Donc moi en fait je suis là, l'idée c'est de vous présenter un petit peu le secteur du sport, voilà, de présenter un petit peu les enjeux et puis de répondre à vos questions si vous en avez également. Donc nous, le sport en quelques mots, hop, comment il nous a mis là? Alors, oups là, si c'est bon, on va y arriver. Donc, quelques chiffres juste pour commencer, pour avoir un peu quelques notions sur le secteur. Le sport aujourd'hui, c'est 2% du PIB en France. Donc, je voulais juste rappeler, voilà, ces quelques chiffres pour montrer que on est sur un secteur qui quand même compte en France. Et aujourd'hui, le sport, concrètement, c'est 450 000 emplois. Donc, c'est 2 fois plus en 10 ans. Donc, on est sur un secteur qui est quand même en pleine évolution et qui est toujours croissant. C'est la même chose dans la pratique. Aujourd'hui, on a 75% des Français qui sont des pratiquants occasionnels ou réguliers de sport. Donc du coup, forcément, ça offre pas mal d'opportunités dans le secteur si on veut évoluer demain professionnellement dans le secteur. Alors, je voulais dire aussi un petit mot sur les enjeux. On est sur un secteur qui évolue beaucoup ces dernières années. Quelques points notables. Donc on est sur une privatisation continue, ce qui fait que ça fait des nouveaux enjeux en termes business, au niveau des droits TV, au niveau du sponsoring, digitalisation tout azimut, donc ça transforme aussi beaucoup de choses dans le secteur, par exemple au niveau des pratiques sportives, d'expériences fans, donc ce qui fait qu'on a de plus en plus de startups qui se spécialisent dans le domaine du sport, donc ça crée aussi des nouvelles opportunités, de nouveaux débouchés professionnels. On a aussi des attentes. Alors, hop. Alors, oula, c'est un peu déstructuré, mais il y a aussi les attentes du public qui changent, puisqu'on est sur un secteur qui de plus en plus s'axe sur l'entertainment. Donc, ça change aussi la façon de voir le sport, la façon de le consommer. Et on est aussi sur de plus en plus sur une gamification, donc de plus en plus une approche jeu, une approche loisir, qui fait aussi que voilà, ça change un peu la donne. Et puis des nouvelles problématiques sociétales qui sont aujourd'hui de plus en plus prises en compte par les acteurs du sport, que ce soit les équipementiers sportifs, les clubs, les fédérations. Donc par exemple la parité dans le sport, tout ce qui est handisport qu'on appelle maintenant parasport, ou tout ce qui est développement durable. Alors, couplé à ça, on est en ce moment dans une période qui est particulière et qui est porteuse, puisque on a la chance d'accueillir prochainement 2 grands événements dans le sport. Oula. C'est la Coupe du Monde de rugby en France, qui du coup va être très porteuse en termes d'emploi, puisqu'il y a 17 000 emplois qui vont être créés. Et puis forcément aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que le paralympisme est aussi une source qui permet l'opportunité de créer beaucoup d'emplois dans le secteur. Donc les Jeux Olympiques, ça va être 150 000 emplois, donc 80 000 vraiment liés à l'organisation même de l'événement. Donc c'est une chance aujourd'hui pour des jeunes de travailler dans ce secteur-là. Et puis on a la chance aussi en France d'organiser de grands événements comme Roland-Garros, le Tour de France, le Dakar. On est réputé pour être les champions du monde dans l'organisation d'événements sportifs. Ces 20 dernières années, on en a organisé 55. Donc ça, c'est une dynamique qui est très porteuse et voilà, dont on bénéficie aujourd'hui. Alors, concrètement, aujourd'hui, quand on évolue, quand on fait une formation dans le secteur du sport, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qu'on fait à l'issue de cette formation? Donc là, moi, je vous ai un peu présenté les différents débouchés où aujourd'hui, nous, les anciens de notre formation MBA ESG Management du Sport sont. Donc concrètement, aujourd'hui, beaucoup d'anciens de la formation travaillent dans les fédérations, les ligues, les clubs. C'est un débouché majeur. Tout ce qui est équipementier sportif, type Lecoq Sportif, Nike, Lacoste, les distributeurs, Decathlon, Go Sport, les agences, marketing, événementiel, les annonceurs, le sponsoring, type GMF, BNP Paribas. Donc toutes les marques qui sont investies dans le sport, les infrastructures sportives, donc que ce soit les grosses enceintes comme l'Accor Arena Hotel ou les plus petites structures. Il y en a aussi qui viennent faire le MBA pour gérer une infrastructure, les comités d'organisation,
Donc là, on a pas mal, nous, d'anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ou de France 2023 dans le rugby. Donc les startups dans le sport, il y en a de plus en plus. Les collectivités territoriales, donc c'est un débouché auquel on pense pas forcément, mais aujourd'hui les collectivités, que ce soit les mairies en région, cherchent de plus en plus de profils dans le sport, donc notamment en lien avec les grands événements qu'on va accueillir comme la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Donc ça crée aussi des opportunités qui sont parfois vraiment intéressantes. Tout ce qui est gaming, paris sportif, donc voilà, secteur qui recrute toujours beaucoup. Les médias. Notamment, on n'y pense pas toujours, mais tous les aspects commerciaux, les aspects digitales dans les médias, dans le sport, et puis également le tourisme sportif. Donc voilà, sans être exhaustif, mais un petit aperçu des différents débouchés. Aujourd'hui, quand on fait une formation management du sport, voilà, dans quel type de structure on peut évoluer et travailler. Donc on est clairement sur une dynamique assez porteuse en ce moment. C'est une belle occasion pour pas mal de jeunes. Après, je voulais juste, l'écran coupe un peu, mais juste préciser quelques éléments qu'il faut bien avoir en tête. C'est que on est sur un secteur où, si aujourd'hui on veut travailler dans le secteur du sport, en tout cas dans le management du sport, pour moi ça me paraît essentiel d'avoir vraiment la passion du sport comme moteur. Je dis ça parce que on est sur un secteur qui est économiquement qui a une viabilité, mais c'est quand même un secteur qui est assez réduit. Voilà, pour moi c'est le premier moteur avant d'avoir envie, je sais pas, de gagner des sommes mirobolantes. Voilà, si on est plus dans cette stratégie-là, pour moi il faut plus s'orienter sur des métiers comme la finance ou autre. Pour moi le premier moteur c'est d'abord la passion du sport, comme par exemple si on veut travailler dans l'événementiel, l'événementiel c'est beaucoup de contraintes, c'est c'est des grosses amplitudes horaires, c'est parfois des week-ends, donc c'est des choses qu'il faut bien intégrer si on veut avancer dans le secteur. Si on est passionné, ça se fait, j'ai envie de dire, tout seul, mais voilà, c'est assez, à mon sens, important. Un autre élément qui est, à mon sens, très important quand on veut évoluer dans le secteur du sport, c'est d'apprendre à se constituer un réseau professionnel, parce qu'on est sur un domaine qui fonctionne essentiellement comme ça. Nous, on sensibilise beaucoup nos étudiants à l'importance de se faire un carnet d'adresses. Donc, on essaie de favoriser ça tout au long de 2 ans de formation, en multipliant les expériences de bénévolat, les projets avec les entreprises, avec les structures, puisque c'est comme ça qu'on se fait repérer, c'est comme ça qu'on échange avec et le secteur est assez petit, donc si on est dynamique, si on est moteur, si on est dans l'initiative, c'est comme ça qu'on se fait repérer, et après c'est comme ça qu'on trouve un job tout simplement. Et un autre élément qui est important, c'est à mon sens en tout cas de réfléchir, si on veut aller dans ce secteur-là, c'est de se positionner sur une formation qui est professionnalisante et qui n'est pas que dans la théorie, mais qui est en interaction avec des intervenants qui sont dans le secteur du sport, qui travaillent dans le secteur, qui sont une formation qui est en lien avec un réseau d'entreprises, avec un réseau d'anciens, parce que les anciens d'une formation après ils travaillent dans le secteur. Et c'est vrai que je pense qu'à mon sens c'est un élément assez important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui veulent travailler dans le secteur du sport. C'est vrai que ça suscite pas mal de fantasmes, surtout avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Et pour faire la différence, pour réussir son intégration dans le secteur, je pense que c'est important de mettre un peu tous les atouts de son côté en essayant d'être sur une formation qui va vous donner un maximum d'atouts. Donc voilà un petit peu un petit panorama. Après, si vous voulez plus d'infos, en tout cas nous sur notre formation MBA Management du sport, on est juste là. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Avant peut-être que je te laisse la parole. Ok. Alors, je laisse la parole à Max sur la partie plus e-sport. On va juste changer le PowerPoint. Super. Hop. Je me place là, merci. Merci Audrey pour ton intervention. Du coup, moi, je vais enchaîner avec une présentation qui est plus axée sur l'e-sport. E-sport, très rapidement, c'est pratique compétitive du jeu vidéo. C'est une discipline qui s'est développée à travers plusieurs titres. Il faut considérer que chaque jeu vidéo est son propre e-sport ou son propre sport. Depuis les années 90 environ, notamment en Asie, et depuis les années 2000-2010,
spécialement depuis 2015 en Europe et notamment en France. Très rapidement, du coup, Level 256, qu'est-ce que c'est? Puisque MBA, c'est assez simple de définir, c'est une école. Nous, on est une agence de développement qu'on peut se comparer à un incubateur, une plateforme d'innovation qui accompagne des entrepreneurs au quotidien qui souhaitent évoluer dans l'e-sport, développer des solutions, qu'elles soient en termes d'innovation sociale, économique ou technologique sur ce secteur-là. On est une équipe de 5 et du coup, je suis présent aujourd'hui pour vous présenter l'ensemble de nos activités. Avec trois principaux axes, pardon. Le premier, c'est l'innovation, comme je viens de le dire, de l'entrepreneuriat, tout simplement, de l'accompagnement. Le but, c'est de faire émerger des solutions, tout simplement, qu'elles soient sur de l'expérientiel de fans, qui regroupent un peu l'ensemble des métiers et débouchés qu'Audrey a pu mentionner. Le but, c'est de venir apporter du nouveau et tout simplement apporter de l'innovation dans ces secteurs. Ensuite, Level 256, c'est aussi une plateforme d'expertise. On fait du conseil, on fait de la veille sectorielle, notamment en lien avec nos partenaires, pour éduquer et notamment pour acculturer des acteurs qui soient du sport ou endémiques ou externes aux problématiques et aux enjeux de l'e-sport. Et enfin de l'animation, puisque Level 256 est situé dans le 20e arrondissement et on dispose de locaux qu'on appelait la maison de l'e-sport, et c'est une salle de pratique, un hôtel d'entreprise, les lieux de l'incubateur, ainsi qu'une arène événementielle. Et on essaye de justement faire vivre un peu ce secteur-là en proposant nous-mêmes des lieux et des animations à destination à la fois du secteur mais aussi du public plus général. Ça, c'est une carte du coup très dense réalisée par Nicolas Bezombe annuellement, qui est chercheur et notamment chercheur dans l'e-sport et les problématiques liées à l'e-sport, et qui est intervenant aussi au MBA, c'est vrai, et qui mappe en fait l'ensemble des débouchés des professions, des secteurs d'activité qui sont liés à l'e-sport, et sans forcément tous les mentionner, mais on a tout ce qui va être média, tout ce qui va être communication, marketing, business, entertainment et performance. Au fond, c'est vraiment les mêmes débouchés que le sport, à la différence près que ce sont des métiers qui parfois sont émergents et qui sont durs à acculturer. Typiquement, quand on est commentateur dans le sport, c'est tous à quoi s'attendre. Quand on est commentateur dans l'e-sport, on est bien souvent beaucoup plus devant un écran que devant une salle pleine. Et on va avoir des adaptations, des évolutions qui sont spécifiques justement à ce secteur-là. Mais il faut garder en tête effectivement que ce sont avant tout des métiers et des secteurs d'activité professionnelle existants, mais qui se déploient sur un nouveau marché. On n'invente pas forcément de nouveaux métiers, il y en a très peu, à part ceux de joueurs professionnels et peut-être quelques métiers qui sont liés justement aux spécificités en ligne de l'e-sport. On a toute la partie technologie qui vient s'ajouter au sport traditionnel, mais effectivement on sort pas des clous particulièrement sur les secteurs d'activité qu'on peut avoir, et surtout ça implique également que, en termes de formation, la plupart des formations existantes qui proposent désormais, par exemple, des spécialisations en e-sport, sont adaptées, puisqu'on va simplement avoir une différence au niveau de l'univers professionnel, mais pas forcément de l'univers métier ou de l'univers de compétences. Typiquement, dans mon cas personnel, il se trouve que je suis étudiant à MBA ESG, mais en communication marketing, donc pas dans le management du sport. Les activités et mes missions au quotidien, ça relève tout à fait de l'organisation d'événements à destination d'entrepreneurs, de partenaires ou du grand public. On est sur de l'animation événementielle, de la communication qui reste classique. Il y a également des formations spécifiques dans les sports qui se développent, mais il faut pas oublier que voilà, ça reste des métiers comme les autres, au fond. Petit panorama du coup d'une étude réalisée par la DGE en 2019 concernant du coup le marché de l'e-sport, et c'est vrai que comparé aux chiffres qu'Audrey a pu vous présenter, on n'est pas exactement sur la même taille de secteur. On estime que le chiffre d'affaires de l'e-sport en France, donc à l'époque en 2019, avant le Covid, mais aussi avant l'explosion de la popularité de certaines équipes françaises, s'élevait environ à 50 millions d'euros pour 600 à 700 ETP, donc équivalent emploi à temps plein, pardon. Ça fait 700 personnes qui travaillent à temps plein dans le secteur. C'est peu. On dirait même que c'est un peu une goutte d'eau. Je suivais justement l'actualité et on compare toujours souvent le sport, l'e-sport. Mais il faut pas oublier que pour l'instant le sport c'est une niche de niche. C'est un secteur qui est tout émergent et qui commence à peine à se développer. Et c'est vrai que là où il y a des opportunités qui sont du coup plus grandes, puisqu'on a tout à faire dans l'e-sport, les écueils et les dangers sont probablement exacerbés aussi, puisque il n'est pas
il est pas rare de voir des équipes qui se plantent ou des entreprises qui font fausse route parce qu'on est un peu plongé dans l'inconnu. Et c'est vrai que là où du coup on va avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de promesses, on est sur un secteur qui effectivement croît à deux chiffres tous les ans depuis 15 ans maintenant. Donc c'est une croissance qui est très forte, mais c'est une croissance où on part de très bas. Et c'est vrai que si le secteur aujourd'hui se structure et Level 256 participe à cette structuration via toutes nos activités et plus largement via les conseils et la présence qu'on peut apporter sur la scène, il n'y a encore aujourd'hui pas de consensus sur l'écriture du mot e-sport. L'atelier qu'on vous a présenté, il est annoncé sur Internet avec E minuscule -S majuscule. Moi, dans ma fiche de poste, j'ai ES, les deux en minuscule. Et il y en a qui mettent juste le S en majuscule, il y en a qui mettent que le E en majuscule, il y en a qui mettent un tiret, il y en a qui mettent pas de tiret. Aujourd'hui, il n'y a pas de fédération et de corps gouvernant pour réguler l'ensemble de ces problématiques. Et même si on voit des progressions régulières, comme la plus récente, c'était le contrat d'honorabilité, la clause d'honorabilité, pardon, qui était exigée pour les formateurs dans l'e-sport, comme ça peut l'être pour les formateurs dans le sport, simplement l'absence de casier judiciaire pour encadrer des mineurs notamment. Ça, ce sont des avancées qui sont régulières, qui sont intéressantes, souhaitées, bienvenues, mais on est encore à des débuts. Et là où le sport a 150, 200 ans d'expérience pour revenir et se structurer en tant qu'industrie, nous on en est à 5. Donc, il y a beaucoup à faire. Et sur ça que je voudrais terminer, c'est que oui, l'e-sport, il y a beaucoup d'opportunités. Mais encore aujourd'hui, ça reste un pari qui peut être gagnant, bien sûr. L'exemple que j'aurais à mentionner, c'est une certaine Marie Vassel, qui est alumni MBA EG Management du sport, mais qui en revanche travaille dans une équipe française qui s'appelle K-Corp. Du coup, c'est un bel exemple de pont entre formation dans le sport, débouchés professionnels dans l'e-sport. C'est beaucoup de croisements qui peuvent être faits, tout comme aujourd'hui, moi je travaille dans le marketing pour aller dans l'e-sport. Je dirais qu'aujourd'hui, pour conclure, il y a trois principales voies pour entrer dans l'e-sport. Il y a ceux qui en font depuis les débuts, qui en sont là depuis 2009, 2010 et qui se professionnalisent par l'expérience sans forcément avoir de formation. Il y a les acteurs du sport ou les acteurs de l'économie générale qui viennent se spécialiser dans le sport au cours de leur carrière. On voit notamment chez l'équipe Team Vitality, qui est une des plus grandes structures en Europe, des personnalités qui viennent comme Mathieu Péché partir du monde du sport, aller dans le monde de l'e-sport côté performance. C'est un pont qu'on voit de plus en plus souvent. Et le dernier, enfin, c'est parce qu'on voit aujourd'hui des formations, des étudiants qui viennent directement s'investir dans le monde de l'e-sport dès la sortie de leurs études. Voilà. Moi, je reste disponible. Je n'ai pas stand malheureusement, mais je reste disponible si vous souhaitez échanger juste après. Et je vous remercie de votre écoute. Vous avez des questions? Oui, allez-y. Ouais. Allez-y. Tiens, colle bien. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un peu plus sur votre parcours? Non, c'est bon là, c'est mieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours justement dans le sport? D'où est-ce que vous venez par rapport à ça? Oui, tout à fait. Oui, pas de souci. C'est vrai que je me suis pas trop présentée plus que ça. Donc moi, mon parcours à la base, j'ai une formation en droit, donc pas du tout dans le sport, mais j'ai évolué dans le sport. J'ai travaillé au Comité international olympique à Lausanne, au service communication. J'y étais notamment pendant la grande période de crise du CIO avec les problèmes de corruption, donc ça a été assez formateur. J'ai travaillé dans le digital, j'ai travaillé pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, la candidature de Paris 2012. Et puis après, j'ai monté une agence de communication pendant 10 ans, où je travaillais principalement pour des acteurs du sport, la Fédération internationale d'athlétisme, et puis également des acteurs privés comme Natural Grass qui s'occupent de tous les revêtements, les revêtements de pelouse pour les stades un peu dans le monde entier. Donc j'avais beaucoup d'acteurs dans le sport. Puis voilà, j'ai commencé à être investie au début un petit peu dans le MBA, puis ça a grossi et voilà. Voilà en quelques mots. Moi, de mon côté, du coup, j'ai pas du tout la même expérience. J'ai que 22 ans. J'ai commencé par faire de l'informatique à la sortie du bac, donc absolument rien à voir encore une fois. J'ai fait un DUT que j'ai obtenu et après, en fait, pendant ce DUT-là, je me suis investi dans une association
comme très souvent d'ailleurs dans le monde de l'e-sport, ça commence par de l'associatif, ça commence par des petites actions sans forcément se professionnaliser. Et j'organisais des tournois de Mario Kart. Et en fait, au fur et à mesure de ces expériences-là, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'intéressait, que le côté communication, que le côté marketing de la chose m'intéressait, de comment acquérir bon là, c'était des participants à mon tournoi, mais savoir structurer une identité de marque autour de l'association, etc. Et progressivement, je me suis réorienté du coup, et j'ai fait un bachelor en communication marketing, puis un master en communication marketing, que je suis toujours. Et je suis passé effectivement par 5-6 associations pour faire de l'événementiel, des tournois, également des événements plus mondains, plus estudiantins pour tout dire, mais ça reste une démarche qui est très parallèle à mes études. Pendant très longtemps, ça restait parallèle à mes études. C'est que depuis cette année où vraiment ça fait partie de mon expérience professionnelle. Et aujourd'hui, je suis étudiant en marketing communication, alternant dans une entreprise qui fait de l'e-sport. Et c'est souvent ce qu'on perçoit et ce qu'on observe. C'est des personnes qui font de l'associatif et qui après se spécialisent en termes de métier, tout en ayant une expérience professionnelle liée à l'e-sport. Voilà. Ouais. Ouais, justement, du coup, je me demande par rapport à ça parce que j'ai pas de réseau dans le monde du sport, donc forcément à chaque fois je me demande c'est bon là, ouais. Ok. Oui, je me pose la question parce que j'ai pas de réseau dans le monde du sport, donc je me demande toujours comment on fait pour y rentrer. Et par exemple, vous dites que vous venez du droit, vous avez fait des études de droit. Alors, moi, j'ai pas fait d'études de droit, mais par contre, j'ai fait une école de commerce. Mais comment est-ce qu'on passe justement de ce parcours-là ensuite à vous êtes rentré dans vous avez travaillé pour les Jeux Olympiques, c'est ça, vous avez dit. Comment vous avez fait la transition de l'un à l'autre? C'est ça. J'ai travaillé et là, je vais me spécialiser dans un master, mais donc voilà, 28 ans. Alors, je comprends bien votre problématique. Votre idée, c'est de savoir comment vous réorienter sur un autre secteur. Alors, en fait, faut pas stresser. Je sais que quand on n'y est pas encore, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître lointain. Moi, effectivement, j'ai fait des études de droit. Il se trouve que j'ai fait un mémoire, enfin, pour tout vous raconter sur la drogue. Qu'au CIO, il y avait une conférence sur le dopage. Donc, j'ai envoyé mon mémoire, on m'a pris en tant que stagiaire. Et puis, c'est comme ça que, voilà, c'est les opportunités. Après, moi, je vois, parce que nous, dans notre formation, on a des étudiants, la majorité sont 22, 23 ans, mais on prend des profils plus seniors, on en prend qui ont 50 ans. Et il y en a qui ont un réseau, qui sont déjà dans le secteur, il y en a qui ne le sont pas du tout. Pour moi, en fait, c'est vraiment, tout dépend de l'énergie, de la motivation que vous avez. Parce que moi, je vois, nous, dans le cadre de la formation, on met pas mal de choses à disposition pour justement se constituer un réseau. On fait beaucoup travailler les étudiants en mode projet. On organise ce qu'on appelle des challenges avec des acteurs du sport. L'année dernière, on en a fait avec Aigle, avec Being Sport, avec la mairie de Paris, Paris 2024, avec Continental sur le Tour de France. Cette année, on en fait avec Parion Sport, avec PokerStar, avec Lacoste, avec Orange, voilà. Donc, on propose aux étudiants de travailler avec ces entreprises sur des problématiques. Toute l'année, on propose des opérations. Là, on en fait une opération avec Garmin sur 3 événements sportifs où les étudiants sont avec Garmin sur le semi-marathon de Paris, le marathon et le triathlon. Donc, en fait, voilà, pour moi, en tout cas dans le cadre de notre MBA, pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est ça, c'est la base, au-delà d'acquérir des compétences et tout, c'est vraiment de se constituer un réseau. Donc, les intervenants qui viennent, en fait, nous, c'est pas des profs, c'est que des intervenants du monde du sport. Donc, ils sont à la disposition des étudiants. On passe notre temps à inviter les étudiants à échanger avec eux. Et d'ailleurs, ils le font parce que pour leur projet, ils ont besoin d'interagir avec, voilà. Donc, ces gens-là, ils viennent par passion, parce qu'ils ont envie de faire partager leur passion aux étudiants, pour voilà, faire partager leurs connaissances, leurs compétences, mais surtout leur expérience de terrain. Donc, en fait, en tout cas, quand vous faites ce genre de formation, en tout cas nous, au MBA, j'ai envie de dire, il y a pas mal de choses qui sont mises à disposition. Après, voilà, c'est à chacun de se prendre en main, voilà, de savoir aller échanger avec les intervenants. On organise beaucoup de conférences. On propose, voilà, il y a des projets, donc les challenges qui sont organisés, qui permettent aussi de se constituer un réseau.
toutes les opportunités qu'on propose. Et il y en a tout de suite des étudiants qui le captent tout de suite. Et je pense que si on est motivé, moteur dans cette démarche-là, on finit le MBA et on a quand même déjà pas mal de contacts. Donc pour moi, c'est comme ça que ça se fait en fait. C'est d'abord l'énergie qu'on va mettre dans son projet, dans son envie. Mais j'ai envie de dire, si on est passionné par ce qu'on fait, si on est motivé, bah ça se fait à peu près naturellement. Et puis il y a forcément, nous on propose l'alternance, des stages. Il faut au moins 3 mois d'insertion pro sur chaque année. Donc c'est aussi des expériences et c'est comme ça que se constituent les choses. On est sur un secteur qui est relativement petit par rapport à d'autres. Donc c'est vrai que par exemple, si on veut être dans l'événementiel sportif, eh ben on connaît très vite un peu qui travaille dans le secteur. Donc voilà, dès qu'on se fait repérer sur 2-3 événements, bah voilà, on va penser à. Donc voilà, donc il faut pas en fait se dire moi j'ai pas de réseau, parce qu'en plus de toute manière pour moi tout le monde a du réseau. On se rend compte que voilà, on est souvent pas si loin de quelqu'un. Et puis nous on travaille aussi beaucoup avec les anciens du MBA, parce que notre formation elle a 20 ans, donc on a un réseau d'anciens important. Mais moi j'ai essayé de constituer un pôle un peu avec à peu près une trentaine d'anciens qui sont très actifs. C'est vrai que souvent les anciens sont attachés à la formation. Et je les associe à pas mal d'exercices du MBA, les challenges, des séminaires d'urgence qu'on fait. Donc forcément, ils viennent tous avec aussi leur propre réseau. On a un groupe LinkedIn où on fait passer beaucoup d'offres, voilà, qui nous sont envoyées par les intervenants, les anciens. Donc tout ça, ça fait un peu entre guillemets une famille. Donc l'idée c'est ça, c'est un peu d'intégrer la famille. Et clairement, moi je vois, les entreprises souvent leurs offres, elles les mettent pas sur les réseaux classiques d'emploi. Moi, je vois, elle nous les envoie, elle dit voilà, est-ce que vous auriez 2-3 étudiants à nous envoyer? C'est comme ça que ça se passe. Et on a des entreprises qui ont travaillé un peu en réseau fermé, en réseau de confiance, quoi. Donc, mais c'est pas une fatalité, c'est vraiment l'attitude, l'ouverture, et il n'y a pas d'âge pour connecter, se constituer un nouveau réseau professionnel, même dans un nouveau domaine, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai. Ça va? C'est bon. D'autres questions? Vous avez des questions? Non? Bon. Je peux juste rajouter un truc, c'est effectivement il y a un mot que j'ai particulièrement retenu, c'est opportunité. Je pense qu'effectivement se constituer un nouveau réseau c'est difficile. Moi j'ai commencé avec de l'associatif, moi j'ai commencé en informatique, donc encore une fois je suis dans cette même démarche de attaquer un tout nouveau milieu. Je dirais le premier réseau qu'on a, c'est son réseau immédiat, c'est la classe, c'est les amis, c'est mes collègues dans lesquels j'étais avec en association. On s'en rend pas forcément compte, mais des opportunités il y en a beaucoup, et je dirais que réaliser en fait des projets sur son propre temps, etc. C'est un excellent moyen de se donner des opportunités. Et comme dit Audrey, c'est absolument pas une fatalité, et c'est quelque chose qui est pas simple, qui demande beaucoup de travail, d'investissement, mais qui paye relativement toujours. C'est souvent, moi, la première opportunité dans le pur e-sport que j'ai eu, c'était en échange avec un de mes intervenants en social media, qui avait eu un poste pour 2 semaines de stage pour travailler sur une mission rémunérée, et du coup c'est via ça que je suis allé à une soirée événementielle avec un petit réseau et un petit temps de networking. J'ai rencontré une personne qui ensuite m'a débloqué un stage, qui ensuite m'a débloqué une alternance, et en fait c'est de fil en aiguille qu'on se constitue comme ça un maillage de réseau en rencontrant des intervenants beaucoup. C'est ça, ce côté-là est vachement important, et après en échangeant avec ses pairs. Moi je dirais la moitié de mon réseau elle a moins de 25 ans, parce que c'est les amis, les collègues qu'on a pu avoir, avec qui j'ai travaillé sur un tournoi, qui aujourd'hui travaillent ailleurs, mais du coup on a des liens un peu partout. Et même si le monde de l'e-sport, si Audrey mentionne que le monde de l'événementiel sportif c'est très petit, l'événementiel e-sportif c'est 15 personnes. C'est 15 grands noms qui globalement gèrent 100% de la scène. Dans les acteurs majeurs, on a ESL qui a fermé ses bureaux en France et qui aujourd'hui n'opère que depuis l'étranger. On a Ncover qui est une filiale de la société du groupe FDJ, avec Désiré Coussavo du coup qui opère dans cette entreprise. Et après effectivement il y a quelques autres acteurs, mais les noms on les connaît tout de suite très vite. Et c'est vrai que atteindre ces personnes-là ça paraît souvent très difficile, mais c'est même pas forcément le but. Une opportunité se présente pas simplement en connaissant le recruteur, mais en ayant aussi un réseau plus large et en connaissant quelqu'un qui connaît un recruteur. Donc c'est une démarche sur le très long terme. C'est quelque chose qui se construit, qui se maintient, qui s'entretient, un réseau. Et je pense que ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais voilà, courage. Voilà. Merci à vous. Merci.